masse des gens qui sont appelés aux urnes en avril prochain, mais c'est en même temps beaucoup au regard de la situation politique en France. C'est plus que le nombre de votants à la primaire écolo, c'est plus que le nombre de votants au congrès LR, ça dit quelque chose. C'est pas rien du tout. Donc bien entendu, on va regarder ça de près avec, en analysant les choses, parce que on ne peut pas penser que ces personnes sont représentatives de je ne sais pas quoi, mais enfin elles représentent quand même quelque chose. Elles ne sont pas représentatives de l'électorat globalement, mais en même temps elles diront quelque chose. Et on serait fou de ne pas le regarder et l'analyser. Les organisateurs de cette primaire populaire parlent aussi beaucoup de la logique de dépassement des partis. Ces vieux appareils qui n'arrivent pas à se parler, à se mettre d'accord. Ils ne sont pas tous vieux. Ils voient même... Non, mais justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils questionnent aussi la place des partis en disant c'est peut-être aussi ces vieilles écuries qui empêchent le dialogue de se faire. Et ils ont cette logique de dépassement. Vous les comprenez ou... Comprenez cette aspiration à une partie des électeurs de souhaiter, vous savez comme moi que les partis sont très impopulaires. Bien sûr. Je comprends complètement. Mais en même temps, je dis attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'il y a quand même besoin de formes partisanes qui doivent être renouvelées. Nous, c'est vrai qu'on avait créé avec Benoît un mouvement en essayant de renouveler beaucoup les choses. Donc, mais on a quand même besoin de formes d'organisation qui, entre les élections, existent, travaillent, etc. Enfin, je veux dire, on ne peut pas vivre sans organisation dans une démocratie. C'est un outil absolument indispensable. Après, il faut les renouveler très fortement. Quand on a des organisations qui existent et qui doivent exister, il est absolument impossible qu'elles ne créent pas leur logique propre. Et c'est ça le problème. Quand les logiques propres à chacune des organisations, finalement, ne créent pas une logique qui est globale. Et c'est un petit peu ça la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les partis, on en a besoin, on en aura toujours besoin, qu'ils soient vieux ou moins vieux. Ce n'est pas la question de l'âge, c'est la question de comment ils sont en résonance avec ce que la société dit et raconte. Et moi, je pense que d'un autre côté, la politique zapping en disant je vais juste m'inscrire à un truc ou à un autre, ou je vais juste... ça suffit pas, il faut s'inscrire dans le temps et la durée. Et je crois que c'est vraiment important. Et d'ailleurs, les promoteurs de la primaire populaire se disent ça aussi, quelque part. Ils se disent qu'il faut travailler les choses dans la durée. Si on en arrive là aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que les choses se sont mal goupillées dans la durée de ce qui était possible, c'est-à-dire depuis déjà longtemps. Vous parlez de choses qui se sont mal goupillées, vous parlez de division de la gauche, en fait, c'est ça? Dès le printemps. Oui, une question de El Giganto qui vous demande pourquoi la gauche n'arrive-t-elle pas à se rassembler pour la présidentielle? Est-ce que c'est parce que les partis se la jouent solo pour obtenir plus de visibilité et de sièges à l'Assemblée nationale pour les législatives, quitte à laisser le pouvoir à la droite? Non, je crois que c'est pas ça le problème, parce que je crois que tout le monde sait que une élection présidentielle trop ratée ou ratée tout simplement, ça produit rien de formidable pour les élections législatives, et tout le monde en pâtit en fait. Non, je pense qu'on a une difficulté, c'est que on a le lendemain, enfin les explosions successives du lendemain de 2017 en fait sont pas terminées. Et donc les recompositions, l'explosion du Parti socialiste par exemple. Un bon exemple, oui, c'est vrai. Oui. Bon, quand on voit l'explosion du Front de gauche aussi. Voilà, l'explosion du Front de gauche aussi. Et donc finalement, on pensait à tort, et on n'a certainement pas assez travaillé sur le fait de mettre le pied dans la porte pour commencer une autre histoire de recomposition. Il y a déjà 6 mois ou 1 an, on aurait dû le faire, ou même plus tôt encore. Et en fait, on se retrouve toujours dans la même dynamique d'éparpillement qui produit plus de candidatures dans ce que certains appellent la gauche radicale, plus de candidatures dans la gauche dite de gouvernement. Bon, je ne suis pas sûre que ces façons de parler soient les bonnes, mais en tout cas, et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire en réalité quand à Génération, on a décidé d'aller travailler avec ELV. On s'est dit, on va arrêter le côté Big Bang, explosion en de multiples petites parcelles de plus en plus petites qui elles-mêmes se divisent. On va recommencer le mouvement inverse, de se rassembler. Pourtant, vous avez créé une petite parcelle de plus en faisant ça, c'est ça qui est ironique. On n'a pas, non, parce que nous, on s'est rassemblés avec, on aurait pu avoir un candidat à l'élection. On s'est dit, on va déjà commencer à rassembler les écologistes. Nous, on est autant écolos que sociaux, donc voilà. Et certainement de là, ça créera des dynamiques pour rassembler plus large.
Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment essayer de se dire, on arrête cette explosion et cette parcellisation et on essaye d'entraîner le mouvement inverse vers la recomposition. Force est de constater qu'aujourd'hui, on n'est pas allé au bout du chemin. On a fait une petite partie du chemin, mais qui est insuffisante. Cela dit, je ne suis pas sûre que la proposition primaire populaire, là, résolve le problème. Je suis même quasiment sûre qu'elle ne le résolve pas, malheureusement. Mais enfin, voilà. Donc la situation, en réalité, elle est très, très liée à des traumas du quinquennat Hollande qui ne sont pas encore soldés. Et moi, je dis pas du tout. Enfin, je pense que cette responsabilité, elle est extrêmement partagée par beaucoup, et que je dis pas que voilà, qu'on n'est pas tous un peu en situation de responsabilité par rapport à cette situation. Nous, on a essayé, voilà, de commencer une histoire qui, à notre sens, est une des seules histoires que peut raconter la gauche qui la rénove. C'est-à-dire le fait de se dire, voilà, dans notre pays, on va construire une écologie de gauche. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens, hein, où l'écologie, elle est un coup là. L'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, l'Autriche. Hein, et donc, bon, voilà. Enfin, non, mais on va continuer, je livre autant de questions que j'ai de réponses. Mais on va continuer parce que vous êtes. Enfin, voilà, là encore une fois. Ni langue de bois, ni. Non, vous ne l'êtes pas, et je vous en remercie. On a reçu beaucoup de questions, encore une fois. Socu qui vous demande quel point de vue portez-vous sur la théorie des gauches irréconciliables. Y a-t-il des gauches irréconciliables en France ? Alors, je pense qu'il y a des gauches irréconciliables si elles se laissent prendre au piège que tendent parfois Macron, etc. Quand on a vu l'année dernière, c'était insupportable. Toutes les 3 secondes, il y avait une nouvelle polémique pour nous diviser entre islamo-gauchistes et vrais républicains laïcards. J'emploie à dessein des termes qui... des caricatures, mais je vois voilà, ce que vous voulez des caricatures des deux côtés. Et le problème, c'est qu'il y en a qui s'engouffrent là-dedans, à gauche, il n'y a pas plusieurs manières pour de se différencier. Il n'y a pas plusieurs écoutez, moi, je crois qu'on peut très bien trouver des façons de travailler qui permettent de surmonter ça par le haut. Si on ne se laisse pas, embobiner, en fait. On a eu une rencontre, j'étais avec Julien Bayou, on discutait avec les membres du PRG. Et le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, je précise. On discutait de ça. Le PRG, c'est le parti radical de gauche. Voilà, qui lui est plutôt... Voilà, très laïque à l'ancienne. Nous, on était plutôt qualifiés... Moi, je révoque cette qualification d'islamo-gauchiste, et eux, laïcards, et ils révoqueraient le terme laïcard. Et en fait, quand on discute, mais posément, sans chercher à faire la différenciation, enfin, à se différencier des autres ou à machin, on arrive à trouver des façons de réfléchir, de poser les mots et des actes et des propositions d'action qui sont tout à fait compatibles. Donc ne nous laissons pas enfermer dans des catégorisations qui sont créées et qui viennent de la droite pour nous affaiblir. Voilà, c'est quelque chose de très important. Après, il y a des gens qui prennent des positions qui, à mon avis, ne sont pas acceptables à gauche. Mais comme quoi, par exemple on peut dire qu'il y a des fractures irréconciliables liées à la déchéance de nationalité, où je reprends les traumatismes du quinquennat précédent, ou des lois El Khomri. Oui, parce que là, en fait, on n'était plus à gauche. Ça a profondément divisé on le n'était plus à PS, gauche. et même l'ancien chef de l'État, François Hollande, a lui-même eu des regrets sur la déchéance de la nationalité, par exemple. C'est pas que les gauches, elles étaient irréconciliables, c'est qu'il y avait une des gauches qui n'était plus à gauche. On continue sur cette question des gauches peut-être irréconciliables. Vive le handball, encore lui, qui vous demande quelle relation par rapport aux traités européens. Désobéissance, comme le propose Jean-Luc Mélenchon, renégociation des traités, comme le propose Jadot. Est-ce que ça aussi, c'est pas un sujet à gauche de division, le rapport à l'Europe ? Alors, je pense que sur le rapport profond à l'Europe, il y a effectivement une question très importante et une vision qui n'est pas forcément la même entre les écologistes qui avons une vision une volonté lointaine, mais c'est quand même l'horizon très fédéraliste, et d'autres qui auraient une vision beaucoup plus de rester sur les États et d'avoir une coopération entre États, souverainiste. Je ne mets pas de négation de choses négatives. C'est vraiment 2 visions qui peuvent être entendues. Donc là, effectivement, il y a des différences qui sont assez fortes. Il ne faut pas les nier.
Cela dit, je pense que sur la renégociation du traité, le fait du traité, notamment du pacte de stabilité, sur le fait qu'il faut sortir de ces règles et que la France doit être en mesure à un moment donné de poser des rapports de force et de dire bon, bah, écoutez, moi, ça, je ne le fais pas. Ça, c'est tout à fait entendable et on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, la France, en fait, elle ne respecte pas les 3% depuis des années. Et elle les a quasiment jamais respectés. Donc, en fait, le fait de dire on ne les respectera pas, ce n'est pas très neuf ni très extraordinaire. Il y a des tas de pays qui ne respectent pas plein de règles de l'Union européenne. Au demeurant, les règles du pacte de stabilité, les fameux 3% notamment, ont été balayées par la crise du Covid. Et se pose la question de leur retour. Attention, elles ont été, je reprends les mots de la Commission, mis entre parenthèses seulement. Donc elles peuvent revenir. Alors que c'est des modes de réflexion qui des modes de convergence entre États qui non seulement peuvent être obsolètes, parce qu'ils ont été déterminés dans les années 90, donc c'est plus le sujet aujourd'hui par rapport à la crise climatique, etc., et qui en plus sont très marqués par une vision libérale, ultralibérale. Donc on doit revoir tout ça, c'est évident. La crise, au moins que si c'est ça de positif, peut nous aider, mais attention, c'est pas gagné. Encore un autre sujet que l'on peut identifier comme posant des difficultés à gauche, c'est la question du nucléaire. La question du nucléaire pour lequel on voit des positions très franches. Je pense par exemple au Parti communiste qui est très pro-nucléaire et à d'autres partis comme les écolos ou la France insoumise qui sont pour la sortie du nucléaire. À plus ou moins long terme, on peut en discuter 1 milliard de fois, mais dans l'absolu, il y a quand même un clivage là-dessus. Wany Gemini vous demande en quoi vouloir l'arrêt du nucléaire est écologique. Parce qu'après, on peut tourner les trucs comme on veut. Il y a un vrai problème, il y a plus 2 problèmes majeurs avec le nucléaire qui ne sont pas résolus et personne ne sait les résoudre. C'est la question des déchets. Donc là, quand même, et les piscines débordent. Et si le centre de traitement de Bure là n'avance pas, c'est pas que parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord localement, c'est aussi parce que les agences de sûreté disent ah mais le projet va pas, bah si, etc. Enfin je veux dire donc faut peut-être se poser la question, on peut pas continuer avec le nucléaire sans avoir résolu le problème des déchets et on voit bien qu'on peut pas le résoudre. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, il y a quand même aussi un problème de prolifération du nucléaire, de danger du nucléaire, de niveau de sûreté et on a vu avec le lanceur d'alerte là, que je salue pour avoir échangé avec lui de Tricastin, que le niveau de sûreté de nos centrales laisse à désirer. Donc aujourd'hui, on a une solution qui est, et ça RT le dit, possible. On a la possibilité, RTE, réseau transport la possibilité d'arriver à 100% d'énergie renouvelable. C'est possible techniquement. Donc à partir du moment où là tout le monde est d'accord là-dessus, la seule question qu'on devrait se poser, si on est un peu rationnel, c'est de se dire le nucléaire, c'est dangereux avec les déchets, donc à quel rythme on en sort ? Moi, je ne comprends pas qu'on puisse être pour, alors qu'en plus, la possibilité du nucléaire, on nous dit on va faire des petits réacteurs. Alors tout ce qui est petit mignon, peut-être, mais enfin... C'est une question de Stréa Moustache qui vous demande, en tant qu'autrice d'une proposition de résolution sur une création d'une commission d'enquête sur l'EPR de Flamanville, quel regard portez-vous sur les annonces d'Emmanuel Macron, président candidat, de relancer une nouvelle génération de réacteurs ? Alors, les EPR, effectivement, ça a coûté 10 fois le prix, ça a mis 15 ans de plus. Je pense qu'il faut arrêter les frais. Quand même mettre en service Flamanville. Pourquoi ? Ou pas ? Alors, il y a débat entre nous, chez les écologistes. Vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus ? Voilà, on n'est pas tous d'accord. Moi, je suis plutôt pour dire, vu le fric qui a été mis, et là, pour le coup, on a un niveau de sûreté bien supérieur à des vieilles centrales, autant, si on y arrive, autant le mettre en service. Yannick Jadot, lui, est plus circonspect. Donc il y a discussion, on n'est pas des gens... voilà. Mais par contre, les 6 EPR qui promettent, de toute façon, c'est dans trop long. C'est dans trop longtemps pour résoudre les problèmes d'approvisionnement maintenant. Et quand on nous parle des petits réacteurs, en mode, vous inquiétez pas, c'est petit, mais justement, il y a une question de prolifération. Il ne faut pas mettre des centrales, même petites, et surtout pas petites, avec, parce que c'est ça le projet, c'est dans plein de pays, on va remplacer le charbon par des petites centrales. Mais le niveau de sûreté, de prolifération du nucléaire civil, et on sait que civil et nucléaire et militaires sont liés, c'est de la folie. Donc il y a les énergies renouvelables, aujourd'hui c'est faisable, donc il faut mettre le paquet là-dessus. Bon, vous vous en doutez, on a déclenché là un débat dans le chat absolument passionné sur le nucléaire. Au demeurant, c'est un très bon débat, démocratique, etc. Exactement, il est absolument indispensable de l'avoir. Continuez, respectez-vous entre vous, c'est tout ce que je vous demande, mais c'est un débat très intéressant. Et on continue avec Sophie Taillé-Polian, du coup, sénatrice du Val-de-Marne, anti-nucléaire, du coup, vous l'aurez compris, en tout cas favorable à la sortie du nucléaire. Quand même une question de Chaoko qui vous demande, le nucléaire peut-il quand même être une énergie de transition ?
pour reprendre le mot qui a été validé par l'Union européenne sur, bon, d'ici à l'énergie renouvelable, est-ce qu'on peut accepter que le nucléaire a quand même le mérite de ne pas émettre de CO2, ou pas trop? On l'accepte dans le sens où les écologistes disent on ne va pas arrêter toutes les centrales du jour au lendemain. Donc bien sûr que là, il y a un moment où, pour la montée en puissance des énergies renouvelables, il faut continuer à utiliser le nucléaire. Mais il faut avoir l'objectif de sortie. Par contre, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que quand on utilise ce vocabulaire, c'est pour faire passer le nucléaire dans ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire en fait la liste des trucs qui auront des financements facilités parce que favorables à la transition énergétique. C'est une liste qui est discutée au niveau européen. Et là, il y a tromperie sur la marchandise. Parce que les investissements de transition, ils doivent aller vraiment à ce qui est vertueux. Et le problème, c'est que l'argent qui n'est pas magique, on nous le rappelle suffisamment souvent, soit on le met sur le nucléaire, soit on le met sur les ENR. On ne va pas pouvoir le mettre sur les deux trucs à la fois. Or, si on inclut le nucléaire dans cette liste, il y a de l'argent pour la transition qui va aller sur le nucléaire. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que faire durer les centrales aujourd'hui, tout en faisant hyper attention à leur sûreté, oui, le temps de faire monter en puissance les énergies renouvelables, mais pour faire monter en puissance les énergies renouvelables, il faut évidemment que l'investissement massif soit mis sur ces énergies propres. Il y en a dans le chat qui disent pourquoi pas? Pourquoi pas les deux? Pourquoi on ne pourrait pas donner de l'argent au nucléaire et aux énergies renouvelables en même temps? Alors, il faut donner de l'argent au nucléaire quand même, parce qu'il y a toute une filière de démantèlement. Et il faut aussi améliorer la sûreté de nos centrales. Donc, moi, je ne dis pas qu'il faut mettre 0 € sur le nucléaire. Mais juste qu'on ne peut pas se dire, on va lancer, l'avenir, c'est le nucléaire, parce que sinon, on va mettre l'argent dessus. Et et c'est toujours, depuis qu'on dit ça, les énergies renouvelables, on ne les finance pas assez. Donc, 100% ENR, c'est possible. Il faut mettre les moyens là-dessus parce qu'on n'a ni problème de déchets, ni quoi que ce soit. Je reviens sur et la souveraineté, là, parlons-en. Notre soleil et notre vent ne vient pas... il traverse le monde, mais je veux dire, on n'a pas à l'importer d'autres pays. À la différence de l'uranium. Je reviens sur l'élection présidentielle, Sophie Taillé-Polian, vous l'avez dit, donc vous participez à la campagne de Yannick Jadot. Absolument. Comment se passe cette campagne? Comment voyez-vous les sondages? Je pense notamment au dernier d'Ipsos Sofrasteria, publié le week-end dernier par Le Monde, qui montre une gauche balayée dès le premier tour, au moins en 5e position, au mieux. Je pense qu'on a un problème majeur. Lequel? C'est que les Français, en fait, ils ne croient pas que ce qu'on propose est possible. Non pas que ce soit pas possible, qu'on ne soit pas au deuxième tour. C'est le fait générateur. Je pense qu'on a un problème, ils n'y croient plus. Parce qu'ils ont eu déjà de la gauche ou des finalement, ils ne font pas quoi. Donc il faut vraiment qu'on ancre ça. C'est la déception du quinquennat Hollande Entre qui autres, fait pas fuir, mais aussi, ouais. Et puis que dans le monde tel qu'il est, en fait, c'est une sorte de défaitisme et de démobilisation. Or moi, je suis... Et puis surtout que le monde est trop compliqué, la mondialisation, machin, etc., c'est pas possible. Moi, je crois que c'est possible. Il y a vraiment des choses qui sont possibles et qui peuvent changer la vie des gens et on peut... prendre en main la question de la crise climatique. On peut vraiment faire autrement. Et je crois que c'est ça qu'on a du mal à accrocher, le fait que de se dire c'est possible par des mesures concrètes qui vont vraiment changer la vie des gens. Et puis nous, dans la campagne de Yannick Jadot, on a aussi un petit peu, je pense, mais on travaille et je pense qu'on va surmonter ce problème, de se dire les écolos, ils s'intéressent qu'aux questions environnementales. Et je pense qu'on est en train de démontrer, et Yannick l'a fait très bien, sur la question de la réindustrialisation, sur la question de la hausse des salaires, etc. C'est ce qu'on appelle la fameuse, que le projet écolo, il est complet, la maturité, oui, il est complet, et qu'il est mieux que les autres au niveau écolo, parce que c'est notre spécialité, mais qu'il est au moins aussi bien sur le plan social que ceux de la gauche, que les autres. Il y a des questions archéonautes qui voulaient savoir comment ça se passe pour les discussions sur les élections législatives. Parce que c'est dans la tête beaucoup d'internautes de se dire, bon, la gauche divisée à la présidentielle, on a bien compris, mais derrière, va y avoir les élections législatives, et si la gauche ne veut pas être balayée du Parlement, notamment de l'Assemblée nationale, il va y avoir besoin de négociations. Y a-t-il des discussions entre les partis à l'heure actuelle sur des élections législatives? Pour l'instant, tout le monde est concentré sur... On attendra après le premier tour, c'est ça que vous voulez dire? Oui, après, ça n'empêche pas que dans pas mal d'endroits, localement, il y ait des échanges. Et je pense que ça permet de préparer aussi certainement des choses fructueuses en termes d'union. Mais sinon, là, tout le monde est, oui. Le Grillon voudrait savoir, pourrait-il y avoir une alliance avec la France Insoumise? Où ça, aux législatives? Par exemple.
Bah, on verra au... Vous y seriez favorable, vous, à un rapprochement avec la France Insoumise? Je reviens sur les gauchers réconciliables. Moi, je n'ai pas de problème Enfin, je travaille souvent avec Mathilde Panot. Là, on est ensemble dans une commission d'enquête parlementaire, oui, et qui est aussi du Val-de-Marne, sur les aides publiques. Donc, on a plein de points communs. On a des divergences fortes, mais on a plein de points communs. D'accord. On va parler du Sénat. Sophie Taillé-Polian, c'est parti pour le Sénat. À tout de suite. Alors, au Sénat... mais avant ça, j'avais une question de Chaffot, justement. Toujours sur le Sénat, vous participez à l'écriture du projet présidentiel de Yannick Jadot. Est-ce que vous avez fait des propositions sur l'amélioration du fonctionnement du Sénat, justement? Alors, en fait, il y a une particularité du programme de Yannick, c'est qu'on a confié la partie démocratie à une sorte de convention citoyenne. Ah bon? Ouais. Alors, ça fonctionne comment? C'est-à-dire? C'est pas vous qui l'écrivez? C'est pas nous qui l'écrivons. C'est William Aucan, qui est membre de la Convention citoyenne. Voilà. Et Léonore Mauconduit, qui est maire de Poitiers et qui a été élue sur la base aussi d'une méthode très très ouverte et participative, qui travaille là-dessus. Ah, évidemment, on est d'accord sur les objectifs qui sont de redonner plus de place aux citoyens, au Parlement, déprésidentialiser, etc. Mais ouais, donc après, moi, je pense sur le Sénat, c'est important d'avoir 2 chambres. Ça permet de prendre plus le temps pour écrire la loi. Après, il faudrait très clairement retravailler le mode d'élection du Sénat, parce qu'il est quand même conçu pour rester toujours de droite, ce qu'il n'a jamais manqué de faire, sauf pendant 3 ans. Donc c'est quand même bien. Quand il n'y a jamais de truc qui bouge, c'est quand même peut-être qu'il y a un petit sujet, quoi. Donc c'est intéressant. J'entends ça dans la bouche de beaucoup, évidemment, de sénateurs et sénatrices de gauche. Moi, ça m'intéresse de savoir quelle idée vous pourriez avoir, vous, Sophie Taillé-Polian, sur cette réforme du mode d'élection du Sénat. Ce serait quoi? Mieux pondérer les zones rurales, les zones urbaines? Ce serait quoi? Non, pour moi, c'est une chambre qui représente à la fois les territoires, les corps intermédiaires, en fait, une sorte de fusion avec le CESE. Le Conseil économique, social et environnemental. Mais cela dit, qui garde un côté législatif, c'est-à-dire que le CESE n'est que consultatif. Il ne faudrait pas que ça devienne consultatif. Voilà. C'est Bruno Le Maire, je crois, qui propose que le Sénat ne devienne que consultatif. Oui, évidemment, ça l'arrangerait. De toute façon, il ne vient jamais. Donc... Je vous laisse ses propos. Il écrit des livres, c'est quand même tellement plus important. Après, je pense aussi qu'il ne faudrait pas non plus qu'on tombe sur un truc qui soit... parce que je pense que le CESE, c'est des nominations quand même. Pour beaucoup, un peu d'élection dans les corps intermédiaires. Donc, il faut quand même garder le côté démocratique, de la démocratie représentative. Donc, moi, je n'ai pas d'idée précise et particulièrement aboutie. Mais pour moi, il faut que ce soit une chambre des corps intermédiaires, que ce soit les territoires d'autres corps intermédiaires, mais que l'élection de ces membres se fasse de manière ouverte et démocratique. Par exemple, on pourrait avoir, s'il y a des représentants syndicaux, ça peut être les salariés qui votent plus largement que uniquement les responsables des grandes centrales, quoi. Voilà. Beaucoup d'internautes, quand je parle en général de réforme du Sénat, il y en a un paquet qui me disent qu'il faut le supprimer, donc je leur explique le principe du bicamérisme et pourquoi est-ce que vous y êtes attachés, vous les sénateurs et sénatrices. Il y en a beaucoup aussi qui me parlent de tirage au sort, en disant le tirage au sort c'est une bouffée d'oxygène pour la démocratie, et pourquoi pas des sénateurs, peut-être pas tous, mais au moins quelques-uns, tirés au sort. Alors moi je ne crois pas au tirage au sort pour un mandat de plusieurs années. D'accord. Parce que, c'est-à-dire que quand faut quand même avoir envie. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur une liste de volontaires à ce moment-là. Et puis il faut quand même faire ses preuves. C'est pour ça que je parlais d'élection, en disant convaincre et qu'on sache sur quelles options on va se positionner. Ça permet d'avoir une majorité. Après, par contre, je trouve que pour avoir un regard citoyen d'étonnement, etc., je trouve que sur un sujet particulier, pour un temps donné, on peut faire appel à des citoyens par tirage au sort. C'est ce qui se passe dans les jurés d'assises, par exemple. Les gens sont à la fois obligés d'être là et rémunérés. Donc, on leur garantit leur retour au boulot, on leur garantit tout ça, que leur vie, elle ne va pas être changée. Juste un moment, elle est changée. Et c'est très important. Je trouve que c'est vraiment le regard citoyen neuf. Et les gens sont obligés de s'investir et de s'impliquer dans le dossier. Et il faut y aller, quoi. Faut le faire. On peut, je crois, refuser sur objection de conscience, parce que voilà. Mais cela dit, et c'était ça l'intérêt de la Convention citoyenne, c'est que c'est un sujet. On se mobilise à fond pendant plusieurs mois. Et ça, je trouve ça vraiment chouette et intéressant.
Et ça évite d'être après, je dirais, pris dans une nouvelle... d'être quelque part, de représenter les autres sans avoir donné un peu son point de vue de départ sur tous les sujets. Enfin, je crois que c'est pas très... C'est mon point de vue, voilà. Mais c'est bien, c'est vous que j'interviewe, ça tombe bien. On peut discuter de tout ça, bien sûr, et il faut le faire. Il faudrait le faire. Le renouvellement démocratique a besoin d'un grand débat populaire pour refonder notre République. Vous vous en doutez, ça discute actuellement dans le chat sur ce sujet-là, comme sur le nucléaire. Oui, non, je sais, il y a un petit bruit maintenant, c'est un peu pénible, mais dans le chat, ça discute beaucoup effectivement de ce sujet-là, le tirage au sort, ça déchaîne les passions, et c'est très intéressant comme sujet. Là aussi, continuez à débattre, respectez-vous, c'est tout ce que je vous demande, les uns les autres. 85% d'abstention chez les jeunes aux élections régionales l'année dernière. Une question de Red Sigric qui vous demande pourquoi n'y a-t-il pas de proposition pour lutter contre l'abstentionnisme. On n'entend pas ça de la bouche des candidats à l'élection présidentielle. C'est difficile de dire, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, il faudrait qu'on oblige le vote obligatoire. C'est difficile pour des partis qui n'arrivent pas à convaincre les gens de venir voter, de dire, puisqu'on n'arrive pas à vous convaincre, on va vous obliger. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas favorable à ça. Le problème de l'abstention, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que les gens, ils pensent que ça... En fait, ce n'est pas possible de changer. Donc, ce n'est pas la peine d'aller voter. Et on se heurte à ce problème-là de se dire, de convaincre que on peut changer les choses, on peut résoudre l'injustice sociale, on peut résoudre le défi climatique. Il y a des solutions qui existent. Et en fait, c'est ça qui pourrait donner envie aux gens d'aller aux urnes. Donc moi, je ne me vois pas, en tant que responsable politique, dire on va vous obliger. C'est comme un peu notre responsabilité si on n'arrive pas à convaincre les gens que... Vote obligatoire, vous êtes pas pour? Non, j'y suis pas favorable. Par contre, le vote blanc, bien sûr. Voilà, comptabilisation du vote blanc. Alors, bien avec sûr. quelle modalité? C'est-à-dire que si le vote blanc est majoritaire, on annule l'élection. Vous avez des idées là-dessus? Parce que c'est à chaque fois là-dedans que rentrent les débats, du coup. Bien sûr. Moi, je suis favorable à ce que le vote blanc soit pris en compte et véritablement compté. Et effectivement, il y a un seuil à partir duquel... mais ça pourrait être pour l'abstention aussi. C'est-à-dire à partir d'un moment où il y a trop peu d'électeurs, on considère qu'il y a des modes de scrutin qui prennent ça en compte. On considère que, voilà... le quorum n'est pas réuni, en gros. Voilà. Et ça, ce serait une manière plus intéressante de faire des propositions, de travailler sur l'abstention. Sur le vote blanc, oui, moi je m'interroge très fortement et je pense que je suis assez favorable au fait de se dire qu'à partir d'un certain seuil de vote blanc, les gens qui sont élus en fait ne sont pas légitimes. Le vote, ça sert à légitimer des gens pour agir, pour prendre des décisions au nom des autres. S'ils le font avec un trop petit nombre de voix, finalement, leur légitimité n'est pas là. Donc oui, je suis assez favorable à ce genre d'idée, après à travailler effectivement précisément. Mais... Vous siégez au sein de la Commission des finances au Sénat. En ce moment, il y a un sujet qui est très tendu, c'est l'augmentation des prix de l'énergie, notamment du carburant. Des annonces ont été faites par Jean Castex encore hier pour accompagner les prix à la pompe pour les salariés notamment. M-Boy vous demande, est-ce que vous craignez le retour d'un mouvement de contestation suite à l'augmentation du prix du carburant? On pense notamment aux Gilets jaunes, évidemment. Moi, je ne crains pas le mouvement social, en fait. Je pense qu'il faut l'écouter. Déjà, c'est une première chose. Après, je pense qu'effectivement, il y a dans notre pays un vrai sentiment d'injustice sociale et que ce sentiment, il s'appuie sur du réel, sur des faits. La proposition de Castex me semble pas correcte parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est comme un rabais de l'impôt sur le revenu. Il y a pas mal de gens qui ne le paient pas, donc c'est quand même un peu à côté de la plaque. J'ai quand même le sentiment que ce qu'il faudrait faire, c'est augmenter les salaires et les allocations chômage au lieu de les baisser, pour que les gens qui ont besoin de pouvoir se déplacer pour aller à leur travail puissent le faire, et les autres choses. Par ailleurs, nous proposons un chèque mobilité de 1 000 € par salarié pour ces questions. Donc il y a une vraie question, non par an. Il y a une vraie question de mobilité pour tous. Évidemment, tout le monde doit pouvoir faire les déplacements qui sont indispensables à sa vie. Mais pour ça, il y a besoin donc de développer évidemment énormément les transports publics, les trains du quotidien, etc., et les bus, etc. C'est quand même ça l'avenir. Mais il faut pas. C'est comme le nucléaire, on va pas arrêter les centrales et on va pas dire aux gens rendez vos voitures. Enfin, il y a des gens, ils ont besoin de leur voiture tous les jours et on le respecte.
Pour le coup, il y a aussi Bugs Bunny qui vous demande est-ce que c'est pas une bonne nouvelle d'un point de vue écolo l'augmentation des prix du carburant. C'est un peu provoque, mais ça fait penser aux propositions qu'avait faites Sandrine Rousseau dans des interviews où elle disait oui, je suis favorable à l'augmentation du prix du carburant. Vous voyez, c'est exactement le problème de l'écologie en fait. Est-ce qu'il faut qu'on attende les catastrophes, qu'elles soient sociales ou catastrophes naturelles, pour se dire ah bah super, enfin on va pouvoir. Effectivement, si on continue comme ça. Avec la raréfaction des ressources et avec on va dire de toute façon on va bien être obligé parce que ça va être trop cher ou parce que ça va être impossible, etc. Et tout le projet écologie, c'est d'éviter les chocs et de protéger la société des chocs qui sont liés au dérèglement climatique. Donc c'est de les éviter. Voilà. Donc aujourd'hui, il est encore possible d'éviter ces chocs énergétiques dont on voit déjà des premiers éléments, mais c'est quand même aussi beaucoup dû à la reprise post-Covid. Mais de les éviter, comment on évite ces chocs-là ? Eh bien, avec les énergies renouvelables, avec les transports publics, avec etc., etc. Et c'est tout ça sur lequel on a pris plusieurs années, voire au moins 10, 15, 20 ans de retard. Alors qu'on savait déjà il y a 20 ans qu'il fallait mettre en place ces politiques-là, et on a pris ce retard. Et aujourd'hui, on est face à un premier choc. Donc, moi, je ne peux pas me dire cool. Enfin, non, parce que c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait qu'on est face au choc. D'accord. Donc, voilà, le projet écologie, c'est de vraiment faire en sorte que les dérèglements qui sont à l'œuvre n'arrivent pas pour éviter les chocs, qui seront de plus en plus violents si on continue comme ça. Il y a un autre sujet qui fait l'objet d'un travail du Sénat actuellement, et c'est Bender Isbach qui vous pose la question. Que pensez-vous de la part de plus en plus importante prise par les cabinets privés dans la gestion des affaires publiques ? On pense notamment au cabinet McKinsey, auquel a fait confiance le gouvernement, on s'en souvient, au moment de la pandémie. Les sénateurs sont en train de travailler sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que c'est la preuve d'une dérive ou est-ce qu'on a toujours fait comme ça après tout Dérive totale. On n'a pas du tout toujours fait comme ça. On est en pleine dérive. Cabinet de conseil, il y en a toujours eu quand même, non ? Alors, d'une part, ça dépend. Si on se place à l'aune de l'histoire de notre République, non. Non, ça, non. Et je pense même que quand on était sur une vision d'une haute fonction publique vraiment en situation 2, on ne faisait pas appel au cabinet privé pour expliquer la vie à l'État. C'était plutôt l'État qui pouvait de temps en temps expliquer la vie aux entreprises privées et qui posait les actes. Par exemple, les grandes industries dont on parlait, notamment le nucléaire, c'est quand même les écoles publiques, c'est les hauts fonctionnaires qui donnaient le là. C'est central, c'est Polytechnique, c'est ces gens-là qui effectivement... Voilà. Et donc aujourd'hui, on a démembré l'État. On a désarmé l'État. Mais moi, j'ai eu connaissance par ailleurs de documents demandés à McKinsey que les fonctionnaires étaient tout à fait capables de produire par eux-mêmes. Donc il y a une dérive parce que, aujourd'hui, on ne fait plus confiance aux fonctionnaires, on ce demande du jus de gouvernement cerveau ne fait pas confiance aux fonctionnaires. Voilà. Premièrement. Et deuxièmement, il y a une dérive plus ancienne encore qui voit l'État dépérir parce qu'on lui enlève des moyens et parce que aussi il y a des possibilités laissées aux hauts fonctionnaires pour aller chercher des salaires plus importants ailleurs qui sont trop importantes. Et donc ils partent dans le privé, puis après on est mieux payé dans un cabinet de conseil. Donc il y a vraiment l'État à refonder avec une fonction publique, une haute fonction publique qui soit à la hauteur des enjeux. Et à qui on fasse aussi confiance. Mais ça veut dire pas de possibilité d'aller confondre intérêt privé, intérêt public en allant pantoufler ici ou là. Quand vous voyez un ancien directeur du Trésor qui part faire du conseil en fiscalité auprès des grandes entreprises, vous dites quand même qu'il y a un problème. Vos collègues socialistes au Sénat ont lancé une commission d'enquête qui fait beaucoup de bruit en ce moment sur la concentration dans les médias. C'est à l'occasion de cette commission d'enquête qu'ont été auditionnés notamment messieurs Vincent Bolloré et Bernard Arnault, par exemple, pour ne citer qu'eux. Tanguy vous pose la question, est-ce qu'une commission d'enquête, ça a vraiment un impact ? Ah oui, ça peut avoir un impact. Ça dépend comment elle est menée. On verra. Vous pouvez nous rappeler d'ailleurs ce que c'est qu'une commission d'enquête pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas habitués ? En fait, ce sont les parlementaires qui ont un pouvoir de contrôle du gouvernement, mais ils ont aussi un pouvoir d'enquête. Alors ils ne remplacent pas le juge, mais par contre, ils peuvent auditionner les gens et les gens qui sont auditionnés sont obligés de venir, prêtent serment. Donc ils peuvent être poursuivis pénalement s'ils disent des choses, des contre-vérités ou des mensonges. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a une vraie question parce qu'on a un problème dans notre pays. Le niveau de concentration dans les médias n'a jamais été atteint depuis des décennies. Et on a des gens, des grands patrons d'industrie qui racontent que oh non mais eux, ils font en passant et qui en fait impriment des lignes éditoriales extrêmement fortes. Et donc c'est un vrai problème aujourd'hui dans la liberté d'informer. Il faut maintenant qu'on puisse avoir un financement des médias qui soit plus citoyen et il faut que aussi on puisse avoir une plus grande garantie
que les journalistes aient le pouvoir dans leurs médias, que leur liberté éditoriale soit conservée. Ce qu'on a vu à Europe 1, ce qu'on a vu à CNews, c'est proprement insupportable. Et ça nuit grandement à la démocratie. Bah justement, c'est Julia Cagé a fait, allez-y. Julia Cagé, elle a fait des journaliste et qui a écrit un livre entier. Non, elle n'est pas journaliste, elle est chercheuse. Autant pour moi, oui, pardon, non. A fait des propositions, c'est remarquable. Voilà, tout est sur la table pour faire en sorte que les choses se passent mieux. Labrage vous demande si CNews ne respecte manifestement pas la convention signée avec le CSA sur le pluralisme. Faut-il couper CNews? En tout cas, il faudrait que le CSA, oui, prenne des mesures. Enfin, ils mettent des trucs de gauche à 2h du matin pour répondre à leur quota. Enfin, je veux dire, c'est... Et le CSA, alors le CSA qui a été maintenant, qui s'appelle l'ARCOM, qui a fusionné avec la Hadopi, on ne rentre pas dans le détail, mais cette autorité publique a-t-elle vraiment du pouvoir? C'est une vraie question. Il y en a plein qui se disent, mais en fait, ils sont en roue libre, les médias. Ces médias-là. Oui, certainement. Peut-être qu'il faudrait renforcer le pouvoir de l'ex-CSA. Après, moi, je ne suis pas défavorable à ce qu'il y ait des chaînes d'opinion. Ce n'est pas du tout un problème. Il y a des journaux sont pas les vôtres. qui... Ça va sans dire. Voilà. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une concentration des médias dans les mains de certains grands patrons et la ligne éditoriale qu'ils développent, elle est un peu toujours la même. Et comme ils possèdent et maîtrisent une grande partie des médias, on finit par avoir finalement une uniformisation. Et ça, c'est un vrai problème. La dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, on avait longuement parlé du revenu universel, qui est une proposition phare de Génération. Vous nous l'aviez expliqué, ça avait encore provoqué un débat dans le chat, je m'en souviens, c'était génial. C'est beaucoup moins au menu de la présidentielle cette année, le revenu universel. On se souvient que Benoît Hamon avait réussi à imposer ça dans le débat public en 2017. C'est moins au menu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est le Covid, il y a quelque chose qui c'est moins à la mode? Au contraire, le Covid a beaucoup reposé la question du revenu universel. Alors comment ça, en quoi? Vous vous souvenez certainement qu'après le premier confinement, il y avait beaucoup d'articles, beaucoup de choses sur la question du revenu universel. Parce que comme tout s'était arrêté, etc. Voilà. Donc moi, je crois que c'est un débat qui est là maintenant, qui va revenir. Et en fait, il y a des propositions qui sont des premiers pas. Quand la proposition de Yannick Jadot, c'est le revenu citoyen pour les étudiants et aussi les gens sans emploi, donc dès 18 ans, il reprend l'idée de l'automaticité, parce que le revenu universel, c'était répondre au problème de l'automaticité, notamment du RSA. Et il dit, voilà, en fait, il pose le principe de se dire que dans notre société, personne, tout le monde doit avoir la garantie d'avoir des moyens de vivre dignement au-dessus du seuil de pauvreté. Et à partir du moment où on commence à poser ça, ça veut dire que ce débat, il avance. Et on le sait, le revenu universel option maximum, ça ne peut pas se faire en 3 minutes. C'est un renouvellement profond de la protection sociale et profond, bien sûr, de la redistribution. Mais ça reste un objectif vraiment qui, à mon sens, est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il répond à la fois aux besoins de protection collective dans notre société et aussi aux besoins très forts et à l'envie de chaque individu de faire sa vie, d'avoir cette liberté de construire sa vie et ses choix et ses projets. Et ça répond à ce double besoin qui, je crois, est très actuel. Donc c'est très en prise. Quand vous entendez d'autres candidats à gauche qui parlent plutôt de RSA sous condition de ressources, ou d'autres qui disent augmentation du SMIC plutôt et revenu d'abord tiré du travail, la question n'est toujours pas... Là aussi, c'est peut-être un point de division à gauche sur la question de la valeur travail, de sa rémunération. Tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde sur ce sujet-là. En fait, il y a beaucoup de choses. C'est la valeur travail, nous, on y est très, très attachés. Et la valeur qu'on donne au travail, mais quel travail? De quoi on parle? Est-ce que travail, ça veut dire travail salarié? Quand on demande à des salariés de remplir des tableaux Excel pour faire du reporting 90% de leur temps, quel sens a leur travail? Quel sens c'est les bullshit jobs dont vous parlez. Oui, ou alors quand on demande aux gens de faire l'inverse de ce qui est leur valeur du travail. Par exemple, on ne leur laisse pas le temps et les moyens financiers de faire leur travail correctement. Ils se retrouvent en souffrance au travail. Donc c'est ça le travail? C'est ça la valeur travail? Non. Donc la question du revenu universel, elle ne s'oppose pas à la question du travail. Elle voit le travail comme l'activité humaine, comme toute activité humaine utile au corps social, et elle pense
elle postule le fait que chaque individu, aucun individu ne va rester sur son canapé à rien faire de toute la journée, parce que de toute manière, ou c'est quelqu'un qui a des problèmes psy, enfin, je veux dire, qui est malade. Les gens ont envie de faire des choses, que leur vie soit utile à leurs proches et au-delà. Et donc, c'est cette vision. Et donc, forcément, créer de l'activité utile socialement. Et c'est ça, en fait, c'est surtout ce débat-là. Mais il ne faut pas, ça c'est des caricatures que d'opposer valeur travail et revenu universel. Là aussi, il y a un autre sujet, puisqu'on continue sur la valeur travail, il y a aussi celle du capital et de la transmission via l'héritage. Ça aussi, on voit dans la campagne présidentielle des candidats sortir des propositions. Ça, bon, je pense à Valérie Pécresse d'un côté qui veut supprimer les droits de succession sur l'écrasante majorité des gens qui en payent. Éric Zemmour, je crois aussi, et voire encore plus. Et à gauche, de l'autre côté, comment elle s'appelle excusez-moi, Anne Hidalgo qui propose 5 000 € par jeune à 18 ans pour financer ses projets comme il le veut. Jean-Luc Mélenchon proposait un nombre maximum d'euros qu'on peut donner à ses enfants en héritage. Au-delà, je prends tout, pour reprendre les mots de Georges Marchais. Oui, c'est ça. Donc, voilà, ça, c'est une proposition pour faire parler, parce qu'on ne peut pas prendre tout, mais c'est pas grave. Si on peut prendre beaucoup. On peut écréter. On peut prendre beaucoup. Yannick Jadot, on fait une proposition aussi, bien sûr. C'est le fait de se dire que, et c'est à peu près 90% des héritages, jusqu'à 200 000 €. Imaginez, vous avez un oncle, une tante, un grand-père, une mère, et au bout, ça vous fait plusieurs petits héritages, ou un seul, et vous avez 200 000 €. Vous n'êtes pas taxé sur les 200 000 premiers euros. Par contre, à partir de là, on met en place une imposition progressive. Avec des barèmes, mais réelle. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des donations, on peut donner, les gens qui ont de l'argent, ils donnent des dizaines de milliers d'euros à leurs enfants tous les 15 ans. Tous les 15 ans, oui. Sans aucune imposition. C'est là qu'il y a beaucoup de choses qui sont transmises. Et puis, il y a énormément de niches fiscales qui permettent de... Ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux d'imposition payé par les plus riches, il est plus faible que celui payé par les ménages modestes, pour les héritages modestes. Et c'est hallucinant, la situation. Donc, il faut repartir de zéro, remettre l'école au milieu du village, et donc dire que les petits héritages, la maison qu'on a payée, etc., machin, bah ça, jusqu'à 200 000 €, c'est zéro par personne, et sur toute la vie. Et par contre, après, progressivité, pour faire en sorte que les plus riches payent. Mais payent vraiment. On arrête avec toutes les niches où après, on place son truc comme ci, on fait son truc comme ça, et puis au final, les patrimoines se passent de génération en génération, et les inégalités perdurent, s'accroissent. Merci Sophie Taillé-Polian d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sénatrice, que vous siégez au sein du groupe Écolo et que vous êtes élue dans le Val-de-Marne. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Sénastream. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.